vous asseoir. Maître, vous pouvez poursuivre la lecture de l'ordonnance de mise en accusation. D. La prison du camp de la gendarmerie. Ce centre de détention situé dans le camp de la gendarmerie est divisé en deux secteurs, la gendarmerie 1 et la gendarmerie 2. Le camp comporte 4 bâtiments, A, B, C, D. Les deux premiers sont divisés chacun en 5 cellules mesurant 2,30 mètres sur 2,20 mètres de large, soit une surface de 5,06 mètres carrés. Les deux autres comportent 10 cellules de 9 mètres carrés chacune, 3 mètres x 3. Les cellules peuvent contenir chacune 12 à 30 détenus en moyenne. Dans ce centre de détention, dont les cellules sont pourvues chacune d'une fenêtre mesurant 0,70 mètres sur 0,45 mètres, il n'existe que 4 WC, 2 douches et une fontaine à la disposition des détenus. E. La prison de la présidence. Logée dans la présidence, cette prison est située dans le jardin d'une villa qui tient lieu de bureau à Hissène-Habré. Elle est séparée de la résidence privée du président de la République par un mur de clôture et est dotée de petites cellules pouvant recevoir jusqu'à 16 détenus. F. La brigade spéciale d'intervention rapide. Cette brigade de répression abrite également une petite cellule aménagée dans le jardin servant de lieu de détention des personnes arrêtées avant leur transfert vers la DDS. G. La prison de Moussal. Située dans l'un des quartiers populaires de N'Djamena, elle est installée dans la concession du nommé Ousmane Doudji. C'est vers la fin de son règne que Hissène-Habré a confisqué ses résidences pour la transformer en prison en raison du surpeuplement des autres lieux de détention. Cette résidence, pour la transformer en prison en raison du surpeuplement des autres lieux de détention. H. Les centres de détention dans les provinces. A priori, les prisons implantées dans les provinces sont destinées aux détenus de droit commun. Toutefois, durant le régime de Hissène-Habré, plusieurs prisonniers y ont séjourné avant leur transfert vers la capitale. Disséminées sur l'ensemble du territoire national, les prisons des provinces comportent des cellules dont les surfaces de dimensions varient entre 1 mètre et 8 mètres sur 4. Elles pouvaient recevoir entre 5 et 50 détenus. Au regard des éléments du dossier, c'est dans ces différents centres de détention que la plupart des faits, objet de la présente procédure, auraient été commis. Au moment du passage de la chambre d'instruction au Tchad au mois d'août 2013, tous ces centres de détention avaient été rasés, à l'exception de la piscine et de la BSIR. Chapitre 2. Les actes de répression. Il ressort des différents éléments du dossier, notamment du réquisitoire introductif, que tout au long du règne de Hissène-Habré, soit du 7 juin 1982 au 1er décembre 1990, les faits suivants ont été commis. Arrestation massive, détention secrète, tortures et actes inhumains, exécution sommaire. Section 1. Arrestation massive. Au regard des pièces du dossier, il apparaît que les arrestations massives ont été une donnée permanente au cours du règne de Hissène-Habré. Ces arrestations massives ont concerné tant les groupes ethniques que sont les Hadjiraï et les Agawa, les opposants, que les populations sudistes. A. Arrestation massive de groupes ethniques. Elles ont porté sur les membres des groupes ethniques Hadjiraï et Zagawa. Ainsi, lors de son audition effectuée en France les 16 et 17 janvier 2014, Banjim Bandoum, parlant des Hadjiraï et des Zagawa, a déclaré que la répression contre ces deux communautés a été massive sur l'ensemble du territoire tchadien. Il suffisait d'appartenir à l'une de ces deux ethnies pour être arrêté. De même, Abbas Aboukren, chef de service adjoint à la DDS de 1986 à 1989, entendu à qualité de témoin, a affirmé que, suite à la création de cette commission de répression des Hadjiraï, il y a eu des arrestations massives suivies d'exécutions des membres de cette ethnie sur l'ensemble du territoire national. Des arrestations ont eu lieu par exemple à l'est, à Béché, Biltine, Hajer, au centre, Mongo, Bikin et Melfi, et au sud, Mundu et Sar. Les membres de l'ethnie Zagawa ont également fait l'objet d'arrestations massives à partir du 1er avril 1989. Le même témoin a déclaré que, juste après le mouvement du 1er avril 1989, une commission ad hoc a été créée pour la répression des Zagawa. Guihini Korei a réuni tous les chefs de service de la DDS et leur a demandé de procéder à l'arrestation de tous les Zagawa qui tenteraient de fuir le pays. Il y a eu ainsi des arrestations massives sur l'ensemble du territoire. À l'est, Biltine et à la frontière tchado-soudanaise, il y a eu des arrestations suivies d'exécutions. Le 1er avril 1989,
les militaires de la sécurité présidentielle ont quadrillé la ville de N'Djamena et ont procédé à des fouilles et arrestations systématiques des Agawa. Dans le même ordre d'idée, Abdelaziz Philippe, ancien agent de la DDS, a déclaré « Je confirme qu'il y avait eu des vagues d'arrestations concernant les Hajrai et les Agawa. Ce sont les membres des commissions qui procédaient à leur interpellation et à leur interrogatoire. » B. Arrestation massive d'opposants. Banjim Bandoum a soutenu que, en général, les opposants étaient arrêtés pour tout type de motifs. Opposition supposée ou réelle, propos tenus contre Hissène Habré, séjour dans un pays hostile au régime comme la Libye. Dans son témoignage recueilli au Tchad le 27 août 2013, M. Nahor Ngawara, ancien médecin-chef de l'hôpital central de N'Djamena de 1984 à 1990, a déclaré « Ceux qui étaient considérés comme opposants politiques étaient arrêtés, torturés et le plus souvent exécutés. Je peux citer à titre d'exemple les cas de Dr Noukouri, qui était chercheur au laboratoire de Farsha, Ahmed Issa, ministre de la Jeunesse et des Sports, et Ahmad Dadji, qui était directeur de la SONASUD, etc. Ils sont tous morts en prison. Facho Balam, leader de l'Union nationale démocratique, un parti du GUNT, a déclaré lors de son audition en qualité de témoin que, en plus de nos militants, nos sympathisants ont fait l'objet d'arrestations et de disparitions. Il s'agit d'Aboyna, chef de canton de Kinou, de Tala, de Hassan Guinou Djoksone, de Mata Amboul Mato, de Joseph Maïdi, de Jérémy Djera, de Badadé et d'autres, dont j'ai oublié le nom. Entre 1983 et 1988, nous estimons entre 300 et 500 personnes le nombre de nos militants et sympathisants qui ont été arrêtés. Parmi ceux-ci, beaucoup sont portés disparus. Ces déclarations sont confirmées par le contenu de plusieurs archives de la DDS. Il en est ainsi de ce document signé du chef du service pénitentiaire et intitulé « Situation des détenus présents dans nos locaux de détention pour le mois de septembre 1987 ». Au nombre des personnes figurant sur cette liste, il y a les nommés Sabadé Totodé, arrêté en juillet 1985 par la DDS avec pour motif ayant bénéficié d'une bourse octroyée par l'UND. Moussa Bakari, arrêté le 29 octobre 1985 à N'Djamena avec pour motif cité dans la déclaration de Abouana Ngelsou appartenant à l'Union nationale démocratique, sensibilise au profit de l'UND. Clément Abay Fouta, arrêté le 12 juillet 1985 à N'Djamena avec pour motif ayant bénéficié d'une bourse octroyée par l'UND s'apprêtant à aller au Bénin. C. Arrestation massive de populations sudistes. Peu de temps après l'accession de Hissène Habré au pouvoir, la presse a commencé à dénoncer les massacres commis au sud du Tchad. C'est ainsi que, dans son édition du 23 au 29 janvier 1985, le journal Afrique Nouvelle écrivait « Le document fait à Brazzaville en date du 5 novembre 1984 que nous a fourni notre informateur tchadien nous donne foule de détails sur les exactions commises par les forces armées nationales d'Hissène Habré dans les 5 préfectures du sud du Tchad de juin à octobre 1984. Les jours, les lieux sont indiqués de même que les moyens utilisés. Le journal cite les noms de plusieurs personnalités du Sud qui auraient été arrêtées dans les localités de Koumra, Sar, Mundou et dont on n'aurait plus de nouvelles. Ces arrestations massives ont été confirmées par plusieurs parties civiles et témoins. Ainsi, Banjim Bandoum a soutenu que Hissène Habré a créé une cellule composée de Mahamad Fadil, directeur de la sécurité nationale, Zakaria Berdey, conseiller à la présidence, Ahmad Dari, un civil qui était à la SIP, service d'investigation présidentielle, le commissaire Ouaddougou de la police nationale. Cette cellule a été dépêchée dans le sud, d'abord à Mundou puis à Sar. Ils ont procédé à des arrestations de civils, cadres administratifs, commerçants, chefs de canton, chefs traditionnels militaires soupçonnés de collaboration avec les Kodo. Modus operandi des arrestations, en D. Ces arrestations se faisaient suivant un modus operandi bien particulier. En effet, les agents de la DDS ne se contentaient pas d'arrêter les victimes. Ils s'en prenaient également à leurs biens. C'est ce qui ressort des déclarations du témoin Abdelaziz Philippe, qui a soutenu que, après arrestation, on confisquait les biens matériels des gens arrêtés. Et ces biens étaient entreposés à la direction générale de la DDS. Les maisons des gens arrêtés sont occupées par des militaires et les salaires des gens arrêtés sont bloqués. Le témoin Saleh Batraki, qui a été directeur adjoint de la DDS entre 1983 et 1984, a abondé dans le même sens en soutenant que, quand on arrêtait les gens, on confisquait également leurs biens sur les ordres du président. Les maisons étaient affectées aux militaires gradés de même que les véhicules. Les mobiliers de ces maisons étaient confisqués au profit des responsables de l'époque. Ces arrestations étaient opérées par les agents de la DDS et les services parallèles ainsi que par les membres de l'armée. À ce propos, Ibedou Abdelkerim, agent de la DDS de 1985 à 1990,
a déclaré lors de son audition effectuée au Tchad le 19 mars 2014 que les Hajrais sont arrêtés sur tout le territoire du pays pour être conduits dans les locaux de la DDS et interrogés par la commission. Au cours de ces interrogatoires, il y avait des tortures et des exécutions. Beaucoup parmi les Hajrais arrêtés sont morts en prison. Au niveau de N'Djamena, c'est la BSIR qui procédait à l'arrestation des Hajrais en province. L'armée, la gendarmerie et la police sont intervenus pour arrêter les Hajrais. On visait principalement les élites civiles ou militaires des Hajrais. Parmi les personnes arrêtées, beaucoup n'étaient plus revus par leurs familles qui ne disposaient d'aucun moyen de savoir si leurs proches avaient été tués ou étaient simplement gardés dans un endroit tenu secret. Section 2. Mise en détention systématique. Il ressort des éléments du dossier que telle qu'elle était pratiquée durant la période de 1982 à 1990, la détention se caractérisait par son caractère permanent et secret et par ses conditions épouvantes qui entraînaient très souvent la mort des détenus. A. La mise en détention, une pratique permanente au sein de la DDS. L'examen des archives de la DDS révèle que durant toute la période 1983-1989, il a été fait recours de façon systématique à la mise en détention dans les prisons de la DDS. Le tableau suivant, établi sur la base des chiffres indiqués sur les documents intitulés « Situation journalière des locaux de détention », montre que tout au long de la période visée, il y avait chaque jour en moyenne plus d'une centaine de détenus dans les locaux de la DDS. Voir tableau à la page 37. Les motifs de détention indiqués sur les fiches sont de divers ordres, même si celui d'intelligence avec l'ennemi ou d'agent ennemi semble être le grief le plus fréquemment brandi contre les détenus. B. Caractère secret de la détention. Les personnes étaient arrêtées sans mandat et gardées dans les prisons secrètes de la DDS, sans aucune possibilité de se défendre dans le cadre d'un procès. Selon Banjim Bandoum, les personnes étaient arrêtées sur la base d'une fiche d'information établie préalablement soit par la DDS, soit par le parti UNIR. Ensuite, l'ordre d'arrestation émanait directement du directeur qui désignait un chef de service et mettait à sa disposition des éléments de la BSIR. L'exploitation des archives de la DDS révèle que dès 1983, des centaines de personnes étaient incarcérées dans les centres de détention clandestins de la DDS, notamment à la BSIR. Le caractère secret de la détention était entretenu par deux facteurs. Le fait que le système carcéral de la DDS fonctionnait en vase clos, sans aucun rapport avec les institutions judiciaires publiques et en dehors de tout contrôle. Ainsi, les personnes détenues dans ces prisons clandestines n'étaient ni inculpées ni jugées et pouvaient rester en prison durant plusieurs années sans aucune possibilité pour leur famille de se renseigner sur la situation de leurs proches. La loi du silence avait été imposée à tous les agents de la DDS. Abbas Abougren, ancien chef de service adjoint à la DDS, a révélé que, avant de prendre service, les agents de la DDS prêtaient serment sur la Bible pour les chrétiens, sur le Coran pour les musulmans. Chaque agent jurait de rester fidèle à la DDS et ne rien révéler de ce qu'il a vu ou entendu. Ces propos sont confirmés par Sabr Rib, qui précise que, en ce temps, chercher à savoir ce que les autres faisaient, c'est chercher à mettre fin à sa vie. Ce culte du secret était maintenu jusqu'après la mort du détenu. Sauf dans de rares cas, les détenus morts en prison étaient enterrés à l'insu des membres de leur famille. Mohamed Alamine, qui a travaillé comme chauffeur à la DDS, a déclaré que, en cas de survenance de mort d'un détenu, la dépouille était transportée à bord de la 4x4 que je conduisais pour être enterrée par les détenus sous la surveillance de 3 ou 4 militaires armés délégués par le chef de poste. Exceptionnellement, quand un détenu décédait, il arrivait que la dépouille soit restituée à la famille qui en prenait possession au niveau de la morgue. Le témoin Ali Mohamed Seyd, ancien agent de la DDS de 1984 à la chute du régime de Hissène Habré, a également déclaré dans le même sens que il n'y a que la dépouille du commandant Galian qui a été remise à sa famille. Aucune autre dépouille n'a été remise à sa famille. Le fait que le secret absolu soit entretenu sur la situation des détenus, tant de leur vivant qu'après leur mort, explique le nombre important de cas déclarés disparus. À ce propos, Amnesty International a soutenu qu'elle est intervenue à plusieurs reprises en faveur de prisonniers politiques qui avaient disparu ou dont on pensait qu'ils étaient en détention secrète. Elle a notamment prié les autorités de révéler le lieu de détention et de permettre à tous les prisonniers de recevoir la visite de leur famille et d'avoir accès à leur avocat. Elle n'a pas reçu de réponse. C. Le taux de mortalité élevé dans les prisons de la DDS. En effet, il arrivait très souvent que les détenus meurent en détention, comme le montre cette archive intitulée « Liste nominative des prisonniers de guerre morts en détention dans les locaux de la DDS ». Les victimes entendues ont toutes insisté sur le nombre élevé de morts dans les prisons de la DDS. Ainsi,
Clément Abay Fouta, entendu en qualité de partie civile par la Chambre d'instruction, a déclaré qu'il avait été choisi en compagnie de ses co-détenus Todoté et Ahmad pour assurer la mise sous terre de ses co-détenus morts en prison et que le rythme de sortie était de 2 ou 3 fois par jour. Ces propos sont confirmés par plusieurs témoins, dont le nommé Alifa Gaston, ancien infirmier à la DDS. Celui-ci a déclaré lors de son audition effectuée le 26 août 2013 au Tchad que par semaine, il pouvait compter environ 6 décès, surtout pendant la période de chaleur. Dans son rapport établi le 24 août 2014, l'expert Patrick Ball, commis pour étudier le taux de mortalité dans les prisons de la DDS, a estimé que la mortalité dans les prisons de la DDS, spécialement pendant la période de pic, entre le 1er septembre 1985 et le 31 octobre 1987, a été des centaines de fois plus élevée que la mortalité normale des hommes adultes au Tchad pendant la même période. En outre, la mortalité dans les prisons de la DDS fut substantiellement plus élevée que celle des pires contextes du XXe siècle de prisonniers de guerre. Section 3. Tortures et actes inhumains. L'exploitation des pièces du dossier fait ressortir le caractère systématique de la pratique de la torture ainsi que la variété des formes de torture auxquelles était en permanence soumise la population civile du Tchad. A. Caractère systématique de la torture. Selon Bandjim Bandoum, les tortures étaient pratiquées par les agents de la BSIR. Les donneurs d'ordre de ces tortures, ce sont les chefs de service qui étaient chargés par le directeur des interrogatoires. Les tortures étaient systématiques. Le directeur donnait des instructions dans ce sens. Sabre Ribé, ancien agent de la BSIR, a confirmé ces propos en précisant qu'à la DDS, il y avait des tortures lors des interrogatoires de différentes façons. On soumet les gens à la torture pour avoir des renseignements. C'est le chef de service qui procédait à ces pratiques sur des personnes suite à leur arrestation sur la base de fiches établies par les agents de la DDS. Ces chefs sont Saleh Younous, Guihini Korey, Ahmad Alarchi. B. Les conditions inhumaines de détention. Les formes de torture auxquelles étaient soumis les détenus étaient très variées. Dans son rapport, la commission d'enquête nationale en a cité quelques-unes. Bandjim Bandoum a souligné que les tortures les plus couramment pratiquées s'appelaient arbatachar. Il s'agissait d'une méthode inventée par le Frolina. Les personnes étaient couchées sur le ventre, les mains attachées dans le dos avec les pieds. On n'arrivait pas à respirer. On utilisait également l'électricité. En plus de ces formes élaborées de torture physique, les détenus étaient soumis à des conditions de vie inhumaines, telles que la privation de soins et de nourriture, le surpeuplement, le manque d'hygiène. À cet égard, Saria Asnek Dono, ancien infirmier major à la DDS, a souligné que les prisonniers étaient dans un état pitoyable. Ils avaient des furongs, la gale et leurs dents tombaient toutes seules. Le repas était composé de céréales non nettoyées et la sauce était faite à base de gombo. La nourriture était tellement mauvaise que certains prisonniers refusaient de manger. C'est ainsi que beaucoup d'entre eux mouraient. Dans le même ordre d'idée, Bandjim Bandoum a déclaré que dans la prison dite les locaux et celle du mess des officiers, l'hygiène était inexistante, car certains n'avaient pas de fenêtres, il n'y avait pas de toilettes. En période de chaleur, les murs étaient couverts de moisissures, la chaleur était insupportable. Lorsqu'on ouvrait la porte, les gens se battaient pour avoir une bouffée d'air. Ils se couchaient au sol, derrière la porte pour pouvoir respirer. Les détenus avaient des gobelets dans lesquels ils urinaient. Ces mêmes gobelets étaient utilisés pour la nourriture. L'odeur qui se dégageait lorsqu'on ouvrait la porte était insupportable et l'air irrespirable. Le regard des détenus était celui de morts vivants. C. Les victimes de torture. Il ressort des éléments du dossier que la torture était pratiquée sur toutes les catégories de la population, notamment les opposants, les membres des groupes ethniques, les sudistes ainsi que les prisonniers de guerre. Ainsi, s'agissant des prisonniers de guerre par exemple, Paja Nunjigar a déclaré lors de son audition: j'ai été arrêté le 30 juillet 1983 à Faya en compagnie de mes collègues militaires. Nous avons été conduits à N'Djamena pour y subir différentes formes de torture. Nous étions torturés tous les jours à l'aide de courants électriques. Ces affirmations sont corroborées par le nombre important de prisonniers de guerre morts dans les centres de détention de la DDS. Section 4. Homicide et exécution sommaire. Il ressort des éléments du dossier que les exécutions sommaires ont été une donnée permanente au cours de la période allant de 1982 à 1990 et qu'elles ont affecté plusieurs catégories de la population civile du Tchad, particulièrement celle du Sud. A. Exécution sommaire de population sudiste. L'exécution sommaire de personnes civiles au sud du Tchad ressort de plusieurs éléments du dossier.
Ainsi, Amnesty International écrivait déjà dans son rapport sur l'année 1984 que certains témoins ont déclaré que plusieurs villages avaient été brûlés et leurs habitants tués. Début septembre, dans la région de Moessala, dans le Moyen Chari, apparemment en représailles contre le meurtre d'un administrateur local. Amnesty International a obtenu la liste de plus de 200 personnes qui auraient été exécutées ou auraient disparu après leur arrestation. Ces déclarations sont corroborées par celles de la victime Nayan Naryana, qui affirmait que, courant novembre 1984, un vendredi, les militaires de Hissène Habré ont quitté Koumra pour se rendre à Moessala et se sont attaqués aux populations, tuant beaucoup de personnes. Le témoin, Yaldé Samuel, un ancien gendarme qui a servi au sud du Tchad, avant d'être détaché à la DDS, confirme que celui qui a conduit la mission de la DDS est Mahamad Fadil, et il s'agissait de missions présidentielles avec des listes des personnes bien précises. Après les événements de septembre noir, une autre mission était venue à Moundou, où ils ont pris le directeur de l'huilerie Moussa Djaddi Madji et son comptable Madji Maj. Ils sont allés à la manufacture des cigarettes du Tchad, où ils ont pris le chef du personnel pour l'exécuter. B. Les autres victimes d'homicide et d'exécution sommaire. Les exécutions sommaires ont touché d'autres catégories de victimes, telles que les prisonniers de guerre ou les opposants. Bishara Djibril Ahmad a ainsi déclaré que l'exécution sommaire des prisonniers de guerre était une pratique courante à l'époque. Titre 4. Qualification des faits. Chapitre 1. Crime contre l'humanité. Les dispositions qui définissent le crime contre l'humanité exigent la réunion de deux types d'éléments. Les uns se réfèrent aux actes criminels commis, les autres au contexte dans lequel ils ont été commis. Section 1. Éléments contextuels du crime contre l'humanité. A. Droit applicable. L'article 6 du statut des chambres africaines extraordinaires dispose que, aux fins du présent statut, on entend par crime contre l'humanité l'un des actes ci-après commis à l'occasion d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre toute population civile. Petit a, le viol, l'esclavage sexuel, la prostitution forcée, la stérilisation forcée ou toute autre forme de violence sexuelle de gravité comparable. Petit b, l'homicide volontaire. Petit c, l'extermination. Petit d, la déportation. Petit e, le crime d'apartheid. Petit f, la réduction en esclavage ou la pratique massive et systématique d'exécution sommaire, d'enlèvement de personnes suivies de disparition. Petit g, la torture ou les actes inhumains causant intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes graves à l'intégrité physique ou à la santé physique et psychique inspirées par des motifs d'ordre politique, racial, national, ethnique, culturel, religieux ou sexiste. Au regard de ces dispositions, un acte ne peut être considéré comme un crime contre l'humanité que s'il est commis à l'occasion d'une attaque généralisée et systématique contre une population civile. Cette disposition fait apparaître trois éléments contextuels: l'existence d'une attaque dirigée contre une population civile, le caractère généralisé ou systématique de cette attaque, le lien entre cette attaque et le crime commis. Petit 1. L'existence d'une attaque dirigée contre une population civile. Notion d'attaque. Dans la définition du crime contre l'humanité, le terme attaque a une signification différente de celle qui revêt dans les lois de la guerre. Ici, il désigne tout acte de violence, toute agression, tout acte contraire à la loi, du type de ceux énumérés à l'article 6 du statut des chambres africaines: homicide volontaire, extermination, déportation, torture, etc. Le terme attaque n'équivaut donc pas à une attaque militaire, mais désigne plus simplement une campagne ou une opération dirigée contre une population civile. La commission des actes prohibés par l'article 6 du statut des chambres africaines suffit à prouver l'existence de l'attaque. L'attaque est caractérisée dès lors que l'un des actes mentionnés à l'article 6 est commis de manière généralisée ou systématique contre une population civile. Notion de population civile. Au terme de l'article 6 du statut des chambres africaines, l'acte constitutif de crime contre l'humanité doit avoir été commis à l'occasion d'une attaque dirigée contre toute population civile. Mais que faut-il entendre par population civile? Le terme population signifie que la victime de l'attaque est une pluralité d'individus, ce qui exclut les actes individuels ou les actes isolés.
Cette population doit être civile, c'est-à-dire non militaire. Ainsi, il a été jugé dans ce sens que la population civile comprend toutes les personnes civiles par opposition aux membres des forces armées et aux autres combattants légitimes. L'attaque doit être dirigée contre la population civile. Il faut donc prouver que la population civile est la cible principale de l'attaque. Il faut notamment démontrer que l'attaque visait à installer un climat de peur ou de terreur dans la population civile. La population civile comprend ainsi toutes les personnes qui ne participent pas aux hostilités par opposition aux membres des forces armées et aux combattants. En cas de doute sur le statut d'une victime, celle-ci doit être considérée comme civile jusqu'à ce qu'il soit rapporté la preuve contraire. Pour le crime contre l'humanité, la qualité de civil est donc la même que celle consacrée en droit international humanitaire. Cependant, il faut souligner que la qualité de civil est attachée à la population et non à la victime. Si l'attaque doit être dirigée contre une population civile, rien, par contre, n'exige que la victime soit un civil. La victime du crime sous-jacent peut en effet être un combattant, pourvu que l'acte qu'il a subi ait été commis dans le cadre d'une attaque dirigée contre une population civile. L'expression « toute population civile » signifie que, comme l'a rappelé la Chambre préliminaire de la Cour pénale internationale, toutes les victimes civiles sont concernées sans considération d'appartenance ethnique ou de nationalité. Il peut même s'agir de la population d'un État qui a lui-même pris part à l'attaque. S'il n'est pas nécessaire que l'attaque ait été dirigée contre toute la population civile d'une zone géographique donnée, il ne faut pas non plus qu'elle ait visé uniquement des individus isolés. La population civile en tant que groupe doit avoir été la cible principale de l'attaque. En définitive, il est nécessaire de prouver, s'agissant des éléments contextuels, que les auteurs de crimes savaient que la cible de leur attaque était une population civile et que leurs actes s'inscrivaient dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique contre la dite population. Existence d'une attaque généralisée ou systématique. Attaque généralisée. Les qualificatifs généralisés et systématiques sont présentés sous la forme d'une alternative. L'adjectif généralisé renvoie au caractère massif de l'attaque. Celle-ci doit donc être menée à grande échelle contre un grand nombre de victimes, ce qui exclut les actes isolés. Le nombre de régions où s'est étendue l'attaque, la durée de celle-ci, le nombre et le statut de victime sont autant d'indices qui permettent de caractériser l'attaque. Dans tous les cas, il ne doit pas s'agir d'actes isolés ou spontanés. Attaque systématique. L'adjectif systématique se réfère au caractère organisé des actes de violence. C'est au scénario des crimes, plus précisément à la répétition délibérée et régulière de comportements criminels similaires, que l'on reconnaît le caractère systématique. Selon le tribunal pénal international pour le Rwanda, TPIR, le caractère systématique tient au fait que l'acte est soigneusement organisé selon un modèle régulier, en exécution d'une politique concertée, mettant en œuvre des moyens publics et privés considérables. Cependant, il n'est nullement exigé que cette politique soit officiellement adoptée comme politique d'État. Dans l'affaire Tiomir Blaskic, le tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie a dégagé 4 indices qui font ressortir le caractère systématique d'une attaque. Existence d'un plan ou d'une idéologie en vertu duquel l'attaque est perpétrée, ampleur de l'acte criminel et importance des moyens mis en œuvre, implication des autorités de haut rang, répétition du modus operandi. C'est l'attaque et non les actes individuels de violence qui doit être généralisé ou systématique. Ainsi, un acte unique peut être considéré comme un crime contre l'humanité s'il est commis dans le contexte d'une attaque dirigée contre une population civile. Lien entre l'attaque et les crimes. Au terme de l'article 6 du statut des chambres africaines extraordinaires, l'acte criminel doit avoir été commis à l'occasion d'une attaque généralisée ou systématique contre toute population civile. Pour être qualifiés de crimes contre l'humanité, les actes commis par la personne poursuivie doivent donc avoir été accomplis dans le cadre de l'attaque dirigée contre la population civile. L'existence de ce lien ne signifie pas que l'acte doit être accompli dans la période de l'attaque. Ainsi, comme l'a rappelé le TPIR grec, dans l'affaire Kunarach, un acte est réputé avoir un lien suffisant avec l'attaque dès lors que,
Par sa nature ou ses conséquences, il fait objectivement partie de l'attaque. C'est précisément le cas lorsque, par exemple, l'acte est destiné à semer la terreur dans la population civile. La Chambre relève que, contrairement au statut de la Cour pénale internationale, parenthèse article 7, qui fait référence au lien avec un conflit armé et à celui du TPIR, article 3, qui exige la condition tenant au motif discriminatoire, le seul élément contextuel requis par le statut des chambres africaines est le lien avec une attaque généralisée ou systématique, sauf pour les faits constitutifs d'atteinte grave à l'intégrité physique ou à la santé physique, qui, au terme de l'article 6G, doivent être inspirés par des motifs d'ordre politique, racial, national, ethnique, culturel, religieux ou sexiste. 4. Mens rea. Comme pour toute infraction criminelle, le crime contre l'humanité n'est constitué qu'avec l'établissement de l'élément intentionnel. Cet élément intentionnel recouvre deux aspects. La connaissance de l'existence de l'attaque généralisée ou systématique et du lien entre cette attaque et l'acte commis, l'intention coupable propre à l'acte sous-jacent commis, entre parenthèses, meurtre, torture, etc. L'auteur doit avoir agi dans l'optique de participer à une attaque généralisée ou systématique dirigée contre une population civile, ce qui suppose une connaissance du contexte général des crimes et une intention spécifique d'y participer. À défaut d'aveu de l'inculpé, le TPY a souligné dans l'affaire Blasketch que la connaissance du contexte de l'attaque peut se déduire des indices suivants: les circonstances historiques et politiques dans lesquelles se déroulent les exactions, les fonctions de l'accusé au moment des faits, ses responsabilités dans la hiérarchie militaire ou politique, l'ampleur et la gravité des actes commis, la nature des actes et de leur notoriété. L'intention de participer à l'attaque peut se déduire du fait que l'accusé a accepté d'exercer des fonctions qui l'amènent à collaborer avec ceux qui définissent les idéologies, la politique ou le plan à la base des crimes, reçu des ordres liés à cette idéologie ou ce plan et contribué par ses actes ou son refus de prendre des mesures à la réalisation de l'attaque. B. Conclusion de la Chambre. Petit 1. Attaque menée contre la population civile. Au regard des témoignages recueillis et des documents versés au dossier, il apparaît qu'au cours de la période allant de 1982 à 1990, le pouvoir étatique tchadien s'est distingué par une politique répressive à l'égard de la population civile tchadienne, et plus particulièrement à l'égard de certaines catégories que sont les opposants, les sudistes et les membres de certains groupes ethniques comme les Hadjaraï et les Zagawa. 1. Attaque contre les opposants. À l'égard des opposants, la politique appliquée était fondée sur l'assimilation de toute contestation à une hostilité envers le régime. Tout opposant était systématiquement réduit au silence, au besoin par l'exécution sommaire ou par l'emprisonnement durant une longue période dans des conditions inhumaines. Dans son témoignage recueilli au Tchad le 27 août 2013, Nawor Ngawara, ancien médecin-chef de l'hôpital central de N'Djamena de 84 à 90, est également revenu sur les nombreuses exactions commises contre les opposants par le régime de l'époque. Ainsi, selon l'expert Arnaud Dingamadi, durant le règne de Hissène Habré, les voix discordantes sont systématiquement réduites au silence par l'emprisonnement. Il ajoute que la répression s'est abattue tant sur les opposants en exil que sur ceux qui vivaient à l'intérieur du pays. Concernant les premiers, cette répression était l'œuvre d'un organe de la DDS, la mission terroriste, dont le travail consistait à repérer ses opposants, à les traquer, à les liquider physiquement ou à les kidnapper pour les transférer au Tchad où ils étaient soit emprisonnés, soit simplement exécutés. Ces opérations étaient rendues possibles à l'extérieur du pays grâce à un cadre de coopération et d'entraide, le réseau Mosaïque, regroupant les services de 7 pays d'Afrique francophone et Israël. Les opposants qui résidaient à l'intérieur du pays ont été soumis à une répression plus sanglante. Facho Balam, qui était le leader de l'Union nationale démocratique, un parti membre du GUNT, a aussi dénoncé les exactions dont ont été victimes les militants de son parti. 2. Attaque contre les groupes ethniques. Attaque contre les Hadjaraï. Hissène Habré a conquis le pouvoir grâce au soutien de 3 ethnies que sont les Goran, les Agawa et les Hadjaraï.
Mais très vite, les faveurs accordées à son clan, les Goran, vont entraîner des frustrations au sein d'une des composantes de l'Alliance, à savoir les Hadjaraï. De même, en 1984, la mort brutale du ministre des Affaires étrangères d'ethnie Hadjaraï, Idriss Miskin, va exacerber les tensions entre les Hadjaraï et le pouvoir central. La création du mouvement pour le salut national du Tchad, de Mossanat, le 26 octobre 1986, va marquer le début de structuration de la rébellion des Hadjaraï et en même temps sceller le sort de l'alliance entre les Hadjaraï et le pouvoir central. Dans un contexte où toute critique ou contestation est fortement combattue, la rébellion des Hadjaraï va naturellement faire l'objet d'une répression féroce. Selon l'expert Arnaud Dingamadji, c'est en mai 1987 que la répression des Hadjaraï va véritablement commencer. Confirmant l'existence de cette répression, Abbas Aboubren, ancien chef de service à la DDS, a déclaré lors de son audition qu'il y avait une commission chargée de la répression des Hadjaraï. Cette commission était composée d'Abakar Torbo, Doudou Yaldé, Mohamed Saker, Yadda Mala et des membres de la Bessir. Toutes ces personnes rendaient compte à Guigny Corée. Je pense que Mohamed Djibril El Djonté était coordonnateur de la DDS en ce moment. L'ordre d'arrêter ne pouvait venir que du président de la République. Sabré Ribé a confirmé l'existence de la commission chargée d'organiser la répression des Hadjaraï en affirmant ceci. J'ai été membre de la commission créée par décret présidentiel par rapport aux événements des Hadjaraï. Dans le même sillage, Abdelaziz Philippe a déclaré que les agents qui s'occupent des Hadjaraï sont là. Ce sont Ali Yek, Ibedou. Ils dénonçaient eux-mêmes leurs parents et ont procédé à leur arrestation pour les conduire à la DDS. On arrêtait les gens simplement parce qu'ils étaient Hadjaraï. Même les chefs de service étaient arrêtés parce qu'ils étaient Hadjaraï. Clément Abefouta, entendu en qualité de partie civile, a confirmé la présence massive des Hadjaraï en prison. Pendant ma période de détention, il y a eu une vague d'arrestations de Hadjaraï. Parmi ceux-ci, j'ai noté les noms de Bada Abbas, un ancien combattant. Régulièrement, vers 16h, 17h, par groupe de 15 composé de jeunes et de personnes âgées, des Hadjaraï étaient embarqués à bord du pick-up et on leur demandait d'amener avec eux tous leurs bagages parce qu'ils allaient être libérés. En tout cas, on ne les revoyait plus. Une correspondance émanant d'Amnesty International retrouvée dans les archives de la DDS et adressée au directeur de cette structure, M. Saleh Younous, fait également état de l'arrestation de plusieurs membres de l'ethnie Hadjaraï en ces termes. Monsieur le directeur, je désire exprimer ma vive inquiétude face à des rapports reçus des États-Unis concernant l'arrestation et la détention de 24 personnes suivantes, tous appartenant au groupe ethnique Hadjaraï au sud-est de la République du Tchad depuis la fin du mois de mai 1987. Aladji Souleyman, administrateur et ancien ambassadeur du Tchad en Arabie Saoudite, Mohamed Douhoun, homme d'affaires, Ahmad Dadji, ancien ministre, président de la compagnie Sonap, Ahmad Zimbada, président d'une organisation de jeunes qui supporte le gouvernement, Hissène Michelin, homme d'affaires, Ahmad Lamine, ancien maire, Abdoulaye Soudou, beau-frère d'Ahmad Lamine, âgé d'à peu près 37 ans, Abdoulaye Moussa, Ousmane Djimet, revenu au Tchad en 1986, Issa Dardoki, âgé d'à peu près 42 ans, Djimet Goudja, Kodi Gardoua, Mohamed Saboun, Mohamed Absine, homme d'affaires âgé d'à peu près 40 ans, Issa Consul, Godi Barka, revenu au Tchad en 86 ou 87, Djimet Tchere, Dounia Akouya, Doukoun Akouya, Daoud Tor, Draman Amoli, docteur et ancien réfugié dans la République d'Afrique centrale, Defala, Gaman Godi, Saleh Gaba, journaliste. Attaque contre les Agawa. Les mêmes griefs qui ont entraîné la révolte des Hadjaraï, à savoir la goranisation du pouvoir et les discriminations de toutes sortes, vont également constituer des sources de tension entre les Agawa et les tenants du pouvoir. Le 1er avril 1989, 3 personnalités phares entrées en dissidence contre le régime décident de quitter le pays. Il s'agit de Hassan Djamous, commandant en chef des FANT, Idriss Déby, conseiller militaire à la présidence, Ibrahim Mohamed Itno, ministre de l'Intérieur. Selon l'expert Arnaud Dingamadji, cette défection du 1er avril est un coup dur, un séisme même, qui a fait trembler les fondements du régime en raison du poids et de la place des 3 personnalités dissidentes dans le système.
Cette affirmation de l'expert est confirmée par le contenu d'un communiqué du parti unique l'UNIR que le journal Al-Watan avait publié dans ses colonnes. Demeurez vigilants, traquez l'ennemi au dehors comme au dedans. Les démons de la division sont dans nos rangs, ouvrez les yeux, démasquez-les. Le même journal publiait dans son édition du 13 au 19 mai 87 une déclaration de Hissène Habré qui disait ceci: les ennemis camouflés, les ennemis rampant dans nos rangs, manipulés par l'armée de l'étranger, tentent même de créer des cellules, des organisations fantoches, des réseaux douteux et obscurs pour combattre insidieusement, de manière maligne, l'effort, le combat de l'unir, du rajeunir, de l'inacote. Mais que ceux-ci chassent que nous les suivons et ils seront démasqués et détruits. Et sachez que les ennemis sont là. Ils ne sont pas seulement à l'extérieur. Ils sont près de nous et même dans nos rangs, puisque les derniers exemples, les derniers faits, la trahison de Hassan Djamous, Idriss et Itno, c'est cela même que la révolution a fabriqué. C'est là un exemple concret. La révolution a riposté et les a écrasés, anéantis. À l'image de ce qui s'était passé avec les Hadjaraï, une commission chargée de mener la répression des Agawa sera mise sur pied. Selon Abbas Aboukren, entendu en qualité de témoin le 23 août 2013, juste après le mouvement du 1er avril 89, une commission ad hoc a été créée pour la répression des Agawa. Gihini Koire a réuni tous les chefs de service de la DDS et leur a demandé de procéder à l'arrestation de tous les Agawa qui tenteraient de fuir le pays. Il y a eu ainsi des arrestations massives sur l'ensemble du territoire, à l'est, Biltine et à la frontière tchado-soudanaise. Il y a eu des arrestations suivies d'exécutions. Le 1er avril 89, les militaires de la sécurité présidentielle ont quadrillé la ville de N'Djamena et ont procédé à des fouilles et arrestations systématiques des Agawa. Le témoin Abdelaziz Philippe a confirmé l'existence de cette commission et a précisé qu'elle était composée de Mohamed Djibril El Djonto, Mohamed El Saker di Bidon, Warou Fadou Ali, Khalil Djibril et autres. Tous les chefs de service étaient membres de la commission de répression des Agawa. Je confirme qu'il y avait eu des vagues d'arrestations concernant les Hadjaraï et les Agawa. Ce sont les membres des commissions qui procédaient à leur interpellation et leur interrogatoire. Les vagues d'arrestations sont également confirmées par d'anciens détenus. C'est le cas de Clément Abé Fouta qui a affirmé que les Agawa arrivaient déjà malades pour avoir été sérieusement torturés. Ceux qui ne l'étaient pas subissaient ce sort dès le lendemain par Abakar Torbo, Abakar Toloba, Abba Moussa, Issa Arawai et Abdel Karim Rangers. 1.3. Attaque contre les sudistes. L'histoire du Tchad est marquée par la tension, voire les dissensions permanentes entre le nord et le sud. Dès son accession au pouvoir en 1982, Hissène Habré a mené à l'égard de la population du sud du Tchad une politique qui s'est inscrite dans la continuité de cette césure nord-sud. Pour s'assurer une mainmise sur le site qui était alors contrôlé par le comité permanent dirigé par Wadel Abdelkader Kamougué, Hissène Habré va lancer ses troupes à l'assaut de cette région. Dans son rapport, l'expert Arnaud Dingamadji précise ainsi: en pleine saison des pluies, une colonne motorisée FAN, accompagnée des dissidents FAT, s'empare facilement des villes du sud les unes après les autres. Le 27 août, Sar, chef-lieu du Moinchari, tombe sans combat. Le 3 septembre, Kumbra, puis Doba, change de maître. Le même jour, les assaillants continuent leur avancée sur Bébédia, où le sous-préfet Mbida Roassim, après avoir abattu 5 ennemis et arrêté puis exécuté devant sa résidence. Le 4, c'est le tour de Mundu, capitale du comité permanent de Tombé. Dès le 6 septembre 1982, les fans et leurs alliés FAT dissidents contrôlent l'ensemble du territoire. Il ajoute que, à partir de septembre 1982, les fans se sont comportés comme une armée étrangère en pays conquis. Les exactions, pillages, viols, règlements de compte sanglants se sont multipliés en toute impunité. Ces affirmations de l'expert sont confirmées par les dépositions de plusieurs témoins. Ainsi, Naor Ngawara, médecin-chef à l'hôpital central de N'Djamena de 1981 à 1984, a déclaré lors de son audition effectuée au Tchad que les cas d'arrestation, les répressions et les tueries étaient des pratiques courantes durant les règnes de Hissène Habré. Je peux citer les faits communément appelés Septembre Noir.
Il y avait des massacres dans le sud qui visaient principalement les cadres, au point que certains d'entre eux étaient obligés de se réfugier en République centrafricaine. De même, Ngarnaji Ndjedanoum, entendu en qualité de témoin, a relaté un épisode des événements du sud survenus dans son village. Le 7 mars 1985, Maïmbo, l'un des villages de l'ex-canton de Bodo, vers 12 heures, a reçu la visite des militaires venus à bord de 6 véhicules en provenance du centre de formation professionnelle agricole, où ils campaient. Sitôt arrivés, ils ont fait appel à la population pour leur livrer un communiqué. Les gens ont été obligés de sortir pour venir vers eux. Ils nous ont rassemblés sur la place publique et nous ont posé la question de savoir si nous ne sommes pas des Kodo. Nous avons répondu que nous sommes de pauvres paysans. Ils nous ont rétorqué que nous soyons des Kodo ou pas, que ce jour nous étions en train de voir le soleil pour la dernière fois. Quelque temps après, ils ont sélectionné des jeunes gens de 30 ans au maximum, parmi lesquels moi-même, et ont dit aux autres de repartir. Je précise que nous étions au nombre de 17. Ils nous ont amenés loin de là, sous un arbre. Ils nous ont obligés à nous coucher face contre terre et nous ont encerclés. Au signal donné par leur chef, ils ont ouvert le feu sur nous. J'ai reçu 2 balles au cou et à l'omoplate gauche. Il y a eu 12 tués sur place, sur le cou, et un 13e décédé quelques jours après. Ainsi, il ressort des pièces du dossier qu'il s'agisse des opposants, des sudistes ou des membres des groupes ethniques que sont les Hadjarai ou les Agawa, les auteurs des exactions que sont les fans ou les agents de la DDS savaient qu'ils s'en prenaient à des civils. S'agissant de la répression des sudistes, l'expert Arnaud Dingamadi a ainsi déclaré que le nouvel ordre FAN est également caractérisé par une série d'arrestations et d'exécutions arbitraires de personnalités civiles et militaires sudistes ainsi que de simples citoyens. Ces tueries sont confirmées par le rapport d'Amnesty International qui souligne qu'au cours de la seconde moitié de l'année 82, lorsque les forces de l'ordre du président Hissène Habré affermissaient leur contrôle sur le site, ces renseignements parvenaient de N'Djamena et des principales villes du sud comme Moundou, où une centaine de personnes auraient été tuées par les fans entre juin et décembre 82. Dans de nombreux cas, les tueries étaient commises par les fans lorsqu'elles pillaient les régions nouvellement occupées. Dans d'autres cas, des individus étaient apparemment sélectionnés pour une exécution sommaire, soit par suite de griefs personnels nourris contre eux par les soldats de fans, ou parce que les victimes étaient tenues pour des opposants réels ou potentiels à l'égard du gouvernement du président Habré. Nawor Ngawara a abondé dans le même sens en déclarant qu'il y avait des massacres dans le sud qui visaient principalement les cadres au point que certains d'entre eux étaient obligés de se réfugier en République centrafricaine. La mort de ces cadres a été confirmée par les résultats de l'expertise anthropologique ordonnée par la Chambre. Ainsi, les analyses génétiques effectuées sur la base des échantillons osseux des victimes et des prélèvements effectués sur les membres de leur famille ont permis aux experts médico-légaux de confirmer que l'individu du sexe masculin enterré dans une tombe à Koumra correspond à Alifa Taïgui Baye, chef de canton du village de Goundi à Koumra. De même, les conclusions auxquelles sont arrivés les experts dans le rapport d'expertise médico-légale et faisant état de fracas osseux avec multiples fractures complexes compatibles avec l'action d'un projectile d'arme à feu, ainsi que la découverte dans le corps d'une ogive de calibre 7,62-5, confirment que la victime a été tuée par balle. Les exécutions de cadres et personnalités sudistes ont été dénoncées à l'époque même des faits par différents journaux. C'est notamment le cas du journal Le Monde hebdomadaire qui écrivait déjà en 1984 par la plume de Laurent Zekini. De plus en plus, les autorités administratives, préfets, sous-préfets et chefs de canton sont relevés de leurs fonctions et remplacés par des militaires. Certains fonctionnaires disparaissent mystérieusement, persécutés comme à Bébéja, où 80 personnes, dont plusieurs cadres de l'ONDR, l'Office national de développement rural, auraient été fusillés. Dans le même ordre d'idées, Yaldé Samuel, ex-agent de la DDS, a déclaré lors de son audition comme témoin au Tchad que, entre 1984 et 1985, beaucoup de villages ont été rasés et des populations ont quitté leur village pour habiter en brousse.
À l'occasion des pillages, les populations ont été exécutées. Je tiens à préciser que dans le sud du pays, les faits relatés par les associations de droits de l'homme ne sont pas exagérés. Toutes les populations peuvent témoigner de ces exactions. 2. Caractère de l'attaque. 2.1. Attaque généralisée. Il ressort des éléments du dossier que la répression des sudistes a été massive et a concerné plusieurs localités méridionales du territoire du Tchad. Banjim Bandoum, ex-agent de la DDS qui a été en service au sud du Tchad de septembre 1983 à avril 1984, dans le cadre de négociations menées entre le gouvernement du Tchad et les Kodo, a déclaré qu'au sud, il y a eu des arrestations à grande échelle, plus précisément dans les localités de Moundou, Doba, Koumra et Sar, soit dans les principales villes du sud. Dans son rapport, l'expert Arnaud Digamadi souligne le caractère massif de la répression des populations civiles du sud du Tchad, en précisant que pendant que les campagnes sont mises à feu et à sang par les militaires, une équipe spéciale de la police politique du régime, la DDS venue de N'Djamena, sillonne les principales villes du sud. Sar, Koumra, Mouassala, Moundou, Laï, Kélo, etc. Partout où ces membres ont campé, ils se sont illustrés par de nombreuses arrestations de cadres suivies d'exécutions sommaires, de disparitions ou de détentions arbitraires. Au regard des déclarations des témoins et parties civiles, il apparaît que la répression des Hajra et des Agawa a été également massive et féroce. Banjim Bandoum a ainsi déclaré que la répression contre ces deux communautés a été massive. Sur l'ensemble du territoire tchadien, il suffisait d'appartenir à l'une de ces deux ethnies pour être arrêté. Abbas Abougren a confirmé le caractère généralisé de la répression des Hajraï lorsqu'il déclare que, suite à la création de cette commission de répression des Hajraï, il y a eu des arrestations massives suivies d'exécutions des membres de cette ethnie sur l'ensemble du territoire national. Des arrestations ont eu lieu par exemple à l'est, à Béché, Biltin, Oumager, au centre Mungo, Pikin, Melfi et au sud, Moundou et Sar. Ces déclarations sont corroborées par plusieurs archives de la DDS. Il en est ainsi de ce document signé du service pénitentiaire intitulé « Situation des suspects Agawa transférés de Moundou et de Sar pour enquête » et de cet autre document intitulé « Situation des partisans du 1er avril décédés par suite de maladies dans nos locaux ». Abdel Aziz Philippe, agent en service à la BSIR en 1987, a déclaré qu'il y avait eu des vagues d'arrestations concernant les Hajra et les Agawa. Les lieux d'arrestation indiqués sur ces documents montrent que les arrestations des Agawa ont effectivement eu lieu sur toute l'étendue du territoire tchadien, aussi bien au nord, au sud que dans la capitale. Il apparaît donc, au regard de ce qui précède, que l'attaque dirigée contre la population civile du Tchad a été généralisée, ce qui, au terme de l'article 6 du statut des chambres africaines extraordinaires, suffit pour caractériser le crime contre l'humanité. Néanmoins, il nous semble important de souligner qu'en l'espèce, l'attaque contre la population civile a également été systématique. 2.2. Attaque systématique. Ce caractère systématique se déduit tout d'abord de l'existence d'un plan visant à commettre des exactions sur la population civile, notamment sur les Hajra et les Agawa. La mise en place de commissions chargées de la répression ainsi que le profil des membres qui composent les dites commissions sont en effet assez révélateurs du degré de planification des exactions. Les témoins Banjim Bandoum, Abdelaziz Philippe, Abbas Abougren, Sabré Ribé ont unanimement souligné que pour les Hajra comme pour les Agawa, la première étape de la répression a été la mise sur pied d'une commission chargée de superviser les arrestations. Banjim Bandoum a même précisé que pour les Hajra et les Agawa, les cellules de prison leur étaient réservées. Le caractère systématique de l'attaque apparaît également à travers les moyens mis en œuvre dans la répression. Les principaux chefs de service de la DDS ainsi que d'autres organes étatiques étaient impliqués dans la répression de la population civile. Abbas Abougren a ainsi souligné que la suite de la création de la commission chargée de la répression des Agawa, Guéhini Corée a réuni tous les chefs de service de la DDS et leur a demandé de procéder à l'arrestation de tous les Agawa qui tenteraient de fuir le pays. Au regard de ce qui précède, il apparaît que durant le règne de Hissène Habré, les opposants et les populations civiles du sud du Tchad, tout comme les Hajra et les Agawa, ont été victimes de façon massive et durable d'une répression qui s'est traduite par des actes criminels tels que la détention, la torture, les exécutions sommaires, etc. La Chambre considère que ces faits sont constitutifs d'une attaque généralisée contre la population au sens de l'article 6 du statut des chambres africaines extraordinaires. La Chambre tient en outre à relever, quoique cela ne soit pas nécessaire au vu de l'article 6, que l'attaque présente également le caractère systématique. En effet, il ressort des éléments ci-dessus exposés que pour les besoins de la répression, il y a eu une mise en contribution des principaux services étatiques, la mise sur pied de commissions spécialement chargées d'organiser les arrestations et exactions,
ainsi qu'une répétition du mode opératoire. Autant de facteurs qui attestent du caractère systématique de l'attaque dirigée contre la population civile du Tchad. 2.3. Lien entre l'attaque et les crimes. La Chambre rappelle que l'attaque dirigée contre la population civile au Tchad visait certains objectifs comme d'opposition au régime. Le fait que les maîtres d'œuvre de cette attaque soient les mêmes que ceux qui commettaient ou ordonnaient les crimes, à savoir principalement les agents de la DDS, est suffisamment révélateur du lien entre l'attaque et les crimes susvisés. 2.4. Cas des Arabes et des étrangers. Dans son exécutoire définitif, le ministère public a soutenu que les Arabes ont été victimes de beaucoup d'exactions tout au long du conflit armé au nord entre les Fantes et les Guns, et que leur répression était planifiée par les plus hautes autorités du Tchad, du régime. La Chambre tient cependant à relever que si pour les Hajara et les Agawa, il y a eu une répression généralisée et systématique qui n'a épargné aucune partie du territoire tchadien, ni aucune tranche d'âge. Rien, par contre, dans le dossier ne montre qu'il en a été ainsi pour les Arabes. Ainsi, contrairement à ce qui s'est passé pour les Hajara et les Agawa, aucune commission de répression n'a été créée dans le but de réprimer les Arabes. À cet égard, Abbas Aboukren a déclaré lors de son audition au Tchad que, en dehors des Agawa et des Hajara, à ma connaissance, il n'y a pas eu d'autres ethnies qui aient été victimes de répression de la part du régime de Hissène Habré. Pour sa part, le témoin Djedé Kourtou Gamar, ancien ministre des Infrastructures et des Transports du Tchad, a abondé dans le même sens en affirmant que concernant les Arabes, il n'y a pas eu une répression systématique semblable à celle des Hajara et des Agawa. Certes, comme l'a indiqué le ministère public, de nombreux Arabes ont subi diverses exactions durant le régime de Hissène Habré. Il en est ainsi notamment des personnes suivantes, citées dans le réquisitoire définitif: Sabadé Totodé, Abakar Adoudou Ahmad, Khali Borkou Hagar, Mustafa Moussa, Al-Doumgar Mbaïdje. Mais si, au vu des déclarations de ces victimes, il apparaît qu'elles sont toutes d'ethnie arabe, aucune d'entre elles, par contre, n'a clairement établi de lien entre les actes subis et son appartenance ethnique. L'analyse de leurs déclarations fait plutôt ressortir divers motifs que sont obtention d'une bourse par le biais de Facho Bala, fondateur de l'Union nationale pour la démocratie, pour Sabadé Totodé, ralliement à la rébellion pour Abakar Adoudou Ahmad, soutien à la rébellion pour Mustafa Moussa, distribution de tracts hostiles au régime pour Al-Doumgar Mbaïdji. Il ressort de ces éléments que les Arabes, victimes de mauvais traitements, ont subi des exactions parce qu'on les considérait comme des opposants. Les crimes commis à l'encontre de certains Arabes doivent être considérés comme faisant partie intégrante de la répression des opposants. Par ailleurs, la Chambre révèle qu'aucun élément du dossier ne laisse apparaître que les étrangers ont constitué de façon générale une cible visée par la politique de répression. Le ministère public a cité 2 cas d'étrangers, à savoir les Sénégalais Abdourahmane Gueye et Demba Gaye. Il résulte cependant du procès-verbal d'audition d'Abdourahmane Gueye qu'il a été arrêté parce qu'on le soupçonnait d'être un espion à la solde de la Libye. Au regard de ces considérations, la Chambre estime que les faits visés dans le réquisitoire au titre de la répression des Arabes et des étrangers s'analysent plutôt en crimes commis contre les opposants. Section 2. Éléments spécifiques du crime contre l'humanité. Au terme du crime contre l'humanité, les infractions visées par le ministère public sont celles de homicide volontaire, exécution sommaire, enlèvement de personnes suivies de disparition, de torture et actes inhumains. Il convient pour chacun de ces crimes sous-jacents de rappeler le droit applicable avant de se prononcer sur l'existence de charges suffisantes ou non. A. Homicide volontaire. 1. Droit applicable. Au terme de l'article 6 du statut des chambres africaines, les chambres africaines extraordinaires appliquent le présent statut. Pour les cas non prévus au présent statut, elles appliquent la loi sénégalaise. Le statut n'ayant pas défini l'infraction d'homicide, il faut donc se référer aux dispositions pertinentes du Code pénal du Sénégal. Au terme de l'article 280 du Code pénal, l'homicide commis volontairement est qualifié de meurtre. Cette définition fait ressortir l'actus reus, ainsi que le mens rea, nécessaire à la commission de ce crime. Actus reus. L'élément principal de l'homicide volontaire est l'atteinte à la vie. Dans tous les cas, celle-ci doit résulter d'un acte positif. Cependant, pour que l'homicide volontaire soit caractérisé, il n'est pas nécessaire que la victime soit désignée ou identifiée, sauf dans les cas où la qualification dépend de l'âge, infanticide, ou de la qualité de la victime, entre parenthèses parricide. Ainsi, il suffit que soit affirmée l'intention délictuelle et de l'auteur et la personnalité humaine de la victime, ce qui correspond à la logique de responsabilité pénale qui vise moins l'identification de la victime que la sanction de la valeur sociale protégée. Mens rea. L'homicide volontaire implique que l'auteur ait eu la volonté de tuer. C'est cet élément intentionnel qui permet de distinguer l'homicide volontaire de l'homicide involontaire. L'intention doit être distinguée des mobiles qui renvoient aux déterminants psychologiques de l'action criminelle. Il s'agit de la volonté de l'auteur, tendue à la fois vers les moyens employés et le résultat obtenu, à savoir la mort. La volonté d'aboutir à la mort permet ainsi de distinguer le meurtre de l'infraction qualifiée de coup mortel
dans laquelle l'auteur a volontairement porté des coups sans chercher la mort. Le mens rea est ainsi constitué uniquement par l'intention de donner la mort à la victime ou de porter atteinte à son intégrité physique, sachant que cette atteinte est de nature à donner la mort. 2. Conclusion de la Chambre. Homicide volontaire contre les populations civiles du sud du Tchad. À partir de 1983, en réaction aux attaques des groupes armés Kodo, les forces armées tchadiennes se sont livrées à des actions de représailles dans le sud. Il résulte en effet des déclarations des témoins et parties civiles entendus que des meurtres ont été commis dans de nombreuses villes du sud, notamment à Mouassala, Sar et Moundou. Ainsi, Tissampol a déclaré que le 24 juillet 1985, à 5 h du matin, les forces armées du Nord étaient arrivées pour arrêter et tuer des villageois de Diola 2, y compris mon oncle paternel, renommé Ngartina Tatola. Je précise que mon oncle était un cultivateur et qu'il n'appartenait à aucun parti politique. Djokoina Basile a également déclaré que les faits se sont déroulés à Ndiola 2, au sud du Tchad, dans la région du Mandoul, le 28 juillet 1985. Mon frère a été exécuté sans motif par les militaires de Hissène Habré. Il n'était qu'un cultivateur et n'appartenait à aucun groupe armé. Ce jour, les militaires avaient ligoté plusieurs hommes du village avant de les exécuter. Kofi Nadji Ngabou a affirmé que les faits se sont déroulés en septembre 1984 dans la ville de Sar. Mon père a été arrêté en septembre 1984 dans la ville de Sar. Il est exécuté dans le même mois dans le village de Nomengere, à la sortie nord de Sar. Le motif de l'arrestation de mon père, à mon avis, c'est une épuration ethnique, car à cette époque, avec la rentrée des FAN au sud du pays, tous les cadres issus de la localité sont arrêtés et exécutés. Tous ces meurtres ont été commis dans le cadre d'une attaque généralisée contre les populations civiles du pays, du Sud. Le nombre élevé de victimes de ces meurtres a été dénoncé dès 1984 par la presse écrite et les organisations de défense des droits de l'homme. Ainsi, le Monde hebdomadaire du 26 octobre 1984 soulignait que les unités des FANT, descendues notamment de N'Djamena et de Biltine, vont se livrer à une répression féroce et souvent aveugle, multipliant les exactions. Partout où les groupes de Kodo ont été signalés, les Gorans se sont livrés à de véritables chasses à l'homme, arrêtant et exécutant des suspects au cours de rafles systématiques. Pour sa part, Amnesty International soulignait dans son rapport daté d'octobre 1984 que la vague actuelle d'exécutions extrajudiciaires imputables aux forces gouvernementales a commencé fin août 1983 ou début 1984, quand les forces gouvernementales ont arrêté des opposants présumés et engagé des représailles dans certaines régions du Sud. Selon une source d'information, il semblerait que des membres de la garde présidentielle, sous les ordres du commandant de l'armée Idriss Déby, aient été déployés dans le Sud début septembre 1984 et aient été responsables en grande partie des assassinats. À Sar, capitale du Moyen-Chari, les opérations contre les anciens opposants auraient été dirigées par Mahamad Fadil, ancien directeur de la Sûreté nationale. Au cours du seul mois de septembre, les troupes gouvernementales auraient procédé à des centaines d'exécutions sommaires au sud du Tchad, brûlant également de nombreux villages. Dans la plupart des cas portés à la connaissance d'Amnesty International, les victimes d'exécution étaient des non-combattants civils. Les témoins entendus ont également confirmé la commission de ces exactions au sud du Tchad. Ainsi, Banengar Kassala, un officier militaire qui a exercé au sud entre 1982 et 1986, a déclaré « En 1984, je me trouvais à Kiabé. Une mission de la DDS est venue de Sar, composée de Guéhini Korei, Kélé et Khalil Djibril à la suite de la rébellion de Ekolo. Une fois arrivés, ils ont procédé à des arrestations des personnes suivantes. Baba Traoré, Laoukoura, Marc Tenancien d'un bar, lieutenant Mouaba, docteur Ndem de la société sucrerie, Issa Tatara, Bokam Botonde, commandant de brigade de Sar, Ngarte Baye, François, commissaire de police, Torinan, gendarme, Miskin, aide de camp de Kodo, Tokino, Djabou Ganda, commerçant, Kayat Doumbay. Toutes ces personnes ont été conduites vers le cimetière de Doyoba pour être exécutées vers Kemdere. Le témoin a précisé qu'après Sar et Koumra, la délégation s'était dirigée vers Doba, qu'elle détenait une liste de personnes à éliminer et que c'est le général Gouara Lassou qui assurait l'intérim de Hissène Habré qui a fait la liste des gens à éliminer. Le témoin Sabré Ribé, un gendarme qui était en service au sud en 1984, a affirmé qu'à cette date, une mission présidentielle qui a séjourné à Sar est venue à Koumra avec une liste de 6 ou 7 personnes et a procédé à leur arrestation. Il y avait le chef de canton de Goundi et le chef de poste administratif. En conclusion, la Chambre estime au regard de ce qui précède qu'il existe des charges suffisantes laissant croire à la commission de plusieurs cas d'homicide volontaire constitutifs de crimes contre l'humanité au sens de l'article 6-B du statut. Homicide volontaire contre les Agawa.
Il ressort des éléments du dossier, notamment des auditions des victimes et des témoins, qu'à la suite de la défection des nommés Idriss Déby, Ibrahim Itno et Hassan Djamous, les membres de l'ethnie Zagawa à laquelle appartiennent les 3 rebelles ont fait l'objet d'une répression dans plusieurs régions du pays. Plusieurs personnes entendues ont fait état des cas d'homicide volontaire ou de disparition de leurs proches. Ainsi, Mariam Ahmed Jamil, veuve de Hassan Djamous, un des 3 fugitifs, a déclaré lors de son audition: à partir du 1er avril 1989, mon mari Hassan Djamous et d'autres ont quitté N'Djamena. Le 14 avril, j'avais entendu dire que celui-ci a été arrêté par les forces de Hissène Habré et ramené à N'Djamena. Ensuite, le 25 avril 1989, RFI a annoncé la mort de mon mari. Néanmoins, le gouvernement tchadien a démenti cette information. Pendant cette période de crise, les agents de la DDS ont envahi notre concession. Ils ont emporté tout ce qui s'y trouvait. Après la défaite et la fuite de Hissène Habré, le président de la commission de recensement des victimes, Mohamed Hassan Abakar, m'a montré la photo de mon mari au moment où il a été assassiné. Sougour Barka Adaï a également déclaré à propos de son frère Djiroua Barka Adaï, qui résidait à N'Djamena, que, en avril 1989, après la sortie du MPS, les agents de la DDS l'avaient arrêté à son domicile pour l'amener et il est porté disparu jusqu'à nos jours. Mohamed Bachar, entendu en qualité de partie civile, a également affirmé que j'étais venu chez mon grand frère Ibrahim Bachar, au quartier Clémat, lorsque les agents de la DDS sont venus nous arrêter pour nous conduire au commissariat central en nous bandant les yeux. Les motifs de son arrestation sont purement ethniques. Le nommé Ibrahim Bachar et moi avons été arrêtés le même jour, mais j'ignore les formes de torture qu'il a subies et qui ont conduit à sa disparition. Amir Abakar a déclaré: juste après le coup d'État manqué d'Idriss Déby et autres, les militaires d'Hissène Habré, à bord de 6 véhicules, ont encerclé le village de Bamina et ont procédé à l'arrestation d'une quarantaine de personnes, parmi lesquelles mon petit frère Moubarak Abakar, âgé de 34 ans, pour une destination inconnue. Les déclarations de ces victimes qui font état de cas d'homicide volontaire dans plusieurs endroits du pays sont confirmées par celles qu'Abbas Abougren a tenues devant le juge d'instruction tchadien lors de son audition effectuée le 23 août 2013. Il soulignait en effet que, juste après le mouvement du 1er avril 1989, Guéhini Koré a réuni tous les chefs de service de la DDS et leur a demandé de procéder à l'arrestation de tous les Zagawa qui tenteraient de fuir le pays. Il y a eu ainsi des arrestations massives sur l'ensemble du territoire. Dans son rapport annuel sur l'année civile 1990-1991, Amnesty International a affirmé que dans la ville de N'Djamena, ce sont au bas mot 200 personnes qui ont été arrêtées juste après le 1er avril 1989. L'implication des chefs de service et des militaires de la sécurité présidentielle dans les arrestations des Zagawa prouve que les exactions avaient été planifiées à un niveau de l'État, au niveau de l'État. Au cours de son audition effectuée le 18 décembre 2013, Namia Mbaye Toudjibé, Augustin, qui a servi comme conseiller à l'état-major de l'armée à N'Djamena de 1989 à 1990, a déclaré: la répression des Zagawa était dirigée par Hissène Habré, qui donnait des ordres à la garde présidentielle. Hissène Habré donnait des ordres comme chef Alafouza Koni, et c'est ce dernier qui pourchassait les Zagawa jusqu'à Tin. Ainsi, outre son caractère généralisé, l'attaque contre les populations civiles Zagawa présente aussi la particularité d'avoir été systématique. En conclusion, la Chambre estime, au regard de ce qui précède, qu'il existe des charges suffisantes laissant croire à la commission de plusieurs cas d'homicide volontaire constitutifs de crimes contre l'humanité au sens de l'article 6-B du statut, par les agents de la DDS, les membres des FAN et ceux de la garde présidentielle contre les populations civiles membres de l'ethnie Zagawa du Tchad. Homicide volontaire contre les membres de l'ethnie Hajrai. Il ressort des déclarations des parties ainsi que des pièces du dossier qu'à la suite de la création du Mossad le 26 octobre 1986, les membres de l'ethnie Hajrai vont faire l'objet d'une surveillance particulière et subir, à partir de mai 1987, les rigueurs d'une répression généralisée. L'analyse des pièces du dossier laisse apparaître que les exactions ont eu lieu tant à N'Djamena que dans les autres régions du pays. Au titre des exactions commises à N'Djamena, Mariam Hassan Bagheri, entendue le 22 août 2013 au Tchad, s'est exprimée ainsi à propos de la mort de Hissène Seyd dit Michelin. Mon mari Hissène Seyd, alias Michelin, a été arrêté en 1987 alors qu'il rentrait au domicile familial. Il a été interpellé juste à l'entrée de la concession et sa voiture abandonnée sur place. C'était 3 personnes, dont 2 habillés en tenue militaire et 1 en tenue civile, qui l'avaient arrêté. J'ai appris plus tard qu'il a été exécuté. Mon mari a été exécuté à cause de la fuite de Maldom Bada Abbas pour la rébellion. De même, Zainaba Abakar Elhaj a également déclaré se plaindre contre Hissène Habré et les autres pour avoir torturé et exécuté mon mari Yacoub Hamis.
le 25 octobre 1988 vers 10 h à son domicile à N'Djamena suite aux événements de 1787-1988. Fatim Toumlé a affirmé que son mari, Haroun Godi, était secrétaire d'État à la santé puis secrétaire au contrôle d'État sous le règne de Hissène Habré et précise avoir appris en décembre 1988 dans les zones de la radio nationale l'exécution publique de mon mari. Selon Amnesty International, entre mai et juillet 1987, ce sont plus de 180 personnes appartenant à l'ethnie Hadjaraï qui ont été arrêtées et tuées par la DDS à N'Djamena. De nombreuses autres victimes ont fait état d'exactions commises dans les provinces, particulièrement dans la région de Guéra. Ainsi, à propos des événements survenus à Bitkin, Déby Siki a affirmé que, en mars 1987, à 5 h du matin, notre village avait été encerclé par les militaires de Hissène Habré. Les femmes avaient été épargnées, mais tous les hommes avaient été regroupés et fouettés. Ceci pour savoir si Maldoum n'était pas arrivé dans notre village, qui est aussi le sien. C'est en ce moment que je suis que Maldoum était parti en rébellion. Parmi les hommes, 12 ont été exécutés pour servir d'exemple et enterrés dans une fosse commune. De même, Zara Kongargué a déclaré, c'était en 1987 qu'une voiture pleine de militaires était venue dans notre village Mataya pour tuer nos parents. Ce jour, mon père et 6 autres frères étaient en train de causer à la maison quand ces militaires les ont appréhendés pour aller les tuer en brousse. Le sultan avait demandé l'autorisation aux militaires afin de prendre les corps et les enterrer. De ces différentes déclarations, il apparaît que la répression des Hadjaraï a eu lieu sur une vaste étendue du pays, tant en N'Djamena que dans les provinces. Résumant l'évolution générale de la situation entre 1987 et 1988, Amnesty International a déclaré: en 1987, le gouvernement se trouve confronté dans la préfecture du Guéra à l'insurrection du mouvement national du Tchad, composé essentiellement d'Hadjaraï aux ordres du colonel Maldoum Bada Abbas. L'armée régulière lançant une offensive anti-insurrectionnelle au cours de laquelle elle s'en prit surtout aux habitants des villages de la région qui furent massacrés parce qu'ils étaient soupçonnés d'être favorables aux rebelles. En 1987 et 1988, des dizaines d'Hadjaraï résidant dans la zone où le Mossanat était actif furent arrêtés et brûlés en public. Plusieurs dizaines de personnes furent arrêtées à N'Djamena, officiellement parce qu'elles soutiennent le Mossanat. En réalité, leur seule faute était d'appartenir à la communauté Hadjaraï. Parmi elles figurent des fonctionnaires, des négociants et des officiers qui avaient longtemps été loyaux à Hissène Habré. Nombre de victimes furent arrêtées et tuées uniquement en raison de leur lien de parenté avec les opposants. Dans le même ordre d'idée, Abbas Aboukren, chef de service adjoint à la DDS de 1986 à 1989, entendu en qualité de témoin, a insisté sur le caractère généralisé de la répression des Hadjaraï en soutenant que, suite à la création de cette commission de répression des Hadjaraï, il y a eu des arrestations massives suivies d'exécutions des membres de cette ethnie sur l'ensemble du territoire national. Des arrestations ont eu lieu par exemple à l'est, à Béché, Biltine, Hajer, au centre, Mongo, Bikin et Melfi, et au sud, Mundu et Sar. Namia Augustin, qui a été conseiller du commandant de la région militaire de Salamat/Am, Timan, de 1986 à 1989, a déclaré: quand j'étais à Amtiman, comme conseiller du commandant de région Adoum Kessou, ce dernier a été appelé à N'Djamena et ils ont fait venir un autre comzone de l'ethnie Wadaïn d'Araz Mangé. C'est ce comzone qui procédait à l'arrestation des Hadjaraï qui vivaient dans la zone Salamat. Au regard de ces éléments, il ne fait aucun doute que le crime commis contre les Hadjaraï a été généralisé. Mais en plus de ce caractère généralisé, l'attaque dirigée contre les membres de l'ethnie Hadjaraï semble également avoir été systématique. En effet, selon Banjim Bandoum, entendu les 16 et 17 janvier 2014 en France, dans le cadre d'une commission rogatoire internationale, les conditions de détention des Agawa et des Hadjaraï obéissaient à un plan prédéfini. Il précise que les Agawa étaient regroupés dans une seule cellule de 10 mètres carrés pour 75 personnes environ. Ils étaient séparés des autres détenus. Pour les Hadjaraï, c'était la même chose. À leur époque, ils étaient séparés des autres détenus afin de ne pas communiquer avec eux. Ibedou Abdelkerim, agent de la DDS de 1985 à 1990, a déclaré lors de son audition que les Hadjaraï sont arrêtés sur tout le territoire du pays pour être conduits dans les locaux de la DDS pour être interrogés par la commission. Et au cours de ces interrogatoires, il y avait des tortures et des exécutions. Beaucoup de Hadjaraï arrêtés sont morts en prison. Au niveau de N'Djamena, c'est la BSIR qui procédait à l'arrestation des Hadjaraï en province. L'armée, la gendarmerie et la police sont intervenus pour arrêter les Hadjaraï. On visait principalement les élites civiles ou militaires des Hadjaraï. En conclusion, la Chambre estime, au regard de ce qui précède, qu'il existe des charges suffisantes laissant croire à la commission de plusieurs cas d'homicide
volontaires constitutifs de crimes contre l'humanité au sens de l'article 6-B du statut par les agents de la DDS, les membres des FAN et ceux de la garde présidentielle contre les populations civiles du Tchad, membres de l'ethnie Hacheraï. Par ailleurs, le fait que ces faits aient eu pour conséquence de semer la terreur chez la population est suffisamment révélateur de leur lien avec l'attaque dirigée contre celle-ci. Homicide volontaire contre les opposants. Durant le règne de Hissène Habré, il existait deux formes d'opposition. L'opposition armée, constituée notamment du GUNT et du MPS, et l'opposition non armée, formée par les partis d'opposition basés à l'étranger et les nombreux opposants vivant à l'intérieur du pays. Il ressort des pièces du dossier, notamment des déclarations des témoins et victimes, que les opposants réels ou supposés étaient fréquemment arrêtés et exécutés. La mission d'identification de ces ennemis était confiée aux services de renseignement et aussi aux membres de l'UNIR. Le témoin Bandim Bandoum a ainsi déclaré que Hissène Habré avait fait du parti un instrument de renseignement. Il y avait à l'intérieur du parti un commissariat à la sécurité qui disposait d'une organisation centrale et des comités à l'échelon local, et ce, à tous les niveaux de l'administration locale. Les milices de l'UNIR pouvaient procéder à des arrestations et disposer même les locaux du parti de salles de détention. Dans le même ordre d'idées, le témoin Tokolk Azadet a déclaré que les militants de l'UNIR collaboraient avec les agents de la DDS et ces derniers dressaient des fiches sur certaines personnes par rapport à leurs propos et à leurs activités quotidiennes. C'est ainsi que certaines personnes comme Clément Abefouta, Jackson Ngoussi, Kakat Abimako, Bakhtar Lugesu, Bakza Gounoum, Amos, Brahim Abdou, Babou Yakouma, Mimet Tam Goïma, Lostem Masema et Yona Etienne ont été arrêtés sur la base des fiches dressées par les agents de la DDS en rapport avec les agents de l'UNIR. Tout propos tenu contre Hissène Habré, l'UNIR ou les femmes valait à son auteur une arrestation par les agents de la DDS. Les arrestations opérées sur la base de dénonciations étaient monnaie courante. Selon le témoin Bandoum Bandoum, les opposants politiques étaient arrêtés pour tout type de motifs, appartenance ethnique, opposition supposée ou réelle au régime, des propos tenus contre Hissène Habré, séjour dans un pays hostile au régime comme la Libye. Selon les témoins et parties civiles entendus, la plupart des personnes arrêtées étaient exécutées. Nawor Gawara, entendu en qualité de témoin, a ainsi déclaré que ceux qui étaient considérés comme ennemis politiques étaient arrêtés, torturés et le plus souvent exécutés. Je peux citer le cas du docteur Noukouri, qui était chercheur au laboratoire de Farsha, Ahmed Issa, ministre de la Jeunesse et des Sports, et Ahmad Dadji, qui était directeur de la SONASUD. Ils sont tous morts en prison. Il ressort des éléments du dossier qu'aucune catégorie d'opposants n'était épargnée, pas même les opposants qui étaient basés à l'étranger. Parmi les services de la DDS, il y en avait un qui était chargé de la localisation et de la répression des opposants. Il s'agit de la mission terroriste. Selon le témoin Bandoum Bandoum, le rôle de ce service était la traque, l'enlèvement, voire l'élimination physique des opposants, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du territoire. Ce témoignage est confirmé par le contenu d'une correspondance retrouvée dans les archives de la DDS. En effet, dans ce courrier adressé au directeur de la DDS, le chef du service de la sécurité fluviale déclare « Nous avons l'honneur de vous transmettre le compte-rendu du secteur 2, daté du 2 mars 88, qui fait état de la liquidation dans la nuit du 1er au 2 mars 88 à 2 heures du matin de l'opposant Zakaria Anadif, objet de notre soit transmis numéro 26 du 29/2/88, à Ilélé, village riverain camerounais, situé en face de notre poste Ambedan, par nos agents du dit poste auxquels se sont joints 2 autres parties de N'Djamena. Dans le témoignage qu'il fait dans les colonnes du journal N'Djamena Hebdo en 90, le député tchadien Gali Ngote déclare « Des prisonniers d'opinion sont morts de faim au bout de 3 mois. 7 jours sans manger, c'est relativement supportable. Ce qui est intenable, c'est de manquer d'eau.
Quand on se trouve dans un souterrain de 5 mètres avec des conditions d'aération qui ne sont pas idéales, si on ne vous donne pas une goutte d'eau, il y a un danger réel pour la vie de la personne. Je peux même affirmer que beaucoup de ceux qui ont crevé dans les souterrains de la DDS ont manqué d'eau. Moi, je n'ai tenu le coup que grâce à un exploit que j'ai caché à mes compagnons. Cela étant trop dur à dire, j'ai été obligé de boire mon urine. C'est impensable. Quand j'ai bu mon urine, j'ai vomi. Cela m'a rendu malade et je suis resté longtemps inanimé sur le ciment car on couchait à même le sol. En conclusion, la Chambre estime, au regard de ce qui précède, qu'il existe des charges suffisantes laissant croire à la commission de plusieurs cas d'homicide volontaire constitutifs de crimes contre l'humanité B du statut par les agents de la DDS, les membres des FAN et ceux de la garde présidentielle contre les populations civiles, notamment les membres des ethnies Zagawa et Hadjaraï, les populations du sud du Tchad ainsi que les opposants. Par ailleurs, le fait que ces faits aient eu pour conséquence de semer la terreur chez la population est suffisamment révélateur de leur lien avec l'attaque dirigée contre celle-ci. B. Pratique massive et systématique d'exécution sommaire. Petit 1. Droit applicable. Les exécutions sommaires constituent une variante de l'homicide volontaire. Elles consistent en des meurtres de plusieurs personnes commis au nom de l'État ou avec son accord et dans l'ignorance totale des procédures judiciaires destinées à garantir le respect des principes du procès juste et équitable. Il ressort des éléments du dossier qu'entre 82 et 90, de nombreuses exécutions sommaires ont été commises sur le territoire tchadien contre la population civile, tant au sud, au centre qu'au nord du Tchad. 2. Conclusion de la Chambre. 2.1. Exécution sommaire contre la population civile du sud du Tchad. Dans son audition, Baningar Kassala a déclaré « En 1984, je me trouvais à Kiabé, au sud. Une mission de la DDS est venue de SAR, composée de Guini Corée, Guélet et Khalil Djibril, à la suite de la rébellion des Kodo. Une fois arrivés, ils ont procédé à des arrestations des personnes suivantes. Baba Traoré, Laoukoura, Marc, tenancier d'un bar, Lieutenant Mouaba, docteur Ndem de la société sucrerie, Issa Tatara, Bokam Botonde, commandant de brigade de SAR, Ngarte Baye François, commissaire de police, Torinan, gendarme, Miskin, aide de camp de Kodo Tokino, Djabou Ganda, commerçant, Kayadou Mbaye. Toutes ces personnes ont été conduites vers le cimetière de Doyoba pour être exécutées vers Kemdere. Dans le même ordre d'idée, le témoin Facho Balam a déclaré que les exactions commises au sud pendant Septembre Noir se traduisent essentiellement par des massacres sans discrimination des populations. Les militaires, dirigés à l'époque par Idriss Déby, comme commandant en chef des FAN, et Mahamad Itno, son frère, ministre de l'Intérieur, regroupaient les villageois sur la place publique et leur tiraient dessus. Il s'agissait ainsi de couper la base de ravitaillement des Kodo qui évoluait en forêt. L'exécution sommaire de ces populations sudistes est évoquée dans une correspondance que le sous-préfet de Moïsala a adressée au préfet du Moïnchari. Il y communique la liste de 68 personnes habitant les villages de Djola 2 et Djola 3 tuées par les forces gouvernementales venant de Kumbra. Le témoin Bandjoum Bandoum a confirmé la commission de ces exécutions sommaires au sud du Tchad en évoquant entre autres les événements survenus dans la ferme de Delhi en septembre 1984. Il a ainsi affirmé que les Kodo de Delhi ainsi que les autres attendaient avec leurs familles sur les sites de regroupement que leur salaire soit versé. Mais le problème est que le gouvernement voulait que les Kodo embarquent pour leur nouvelle affectation sans leur verser leur salaire. Après les négociations, Hissène-Habré a désigné une délégation militaire chargée de prendre la suite des civils pour assurer l'exécution des dispositions militaires des accords. La situation était bloquée. La délégation militaire a finalement indiqué aux Kodo de se regrouper vers le 7 ou 9 septembre pour recevoir enfin leur salaire. Mais le jour dit, ce sont des militaires qui sont venus à bord de Toyota et ont tiré sur les Kodo, leurs familles et le personnel de la ferme. S'agissant des exécutants, ce sont les militaires des Fantes. Le massacre de Delhi a été confirmé par plusieurs victimes entendues, notamment par Guéri Djibaï Trengep. Ce dernier soutient que son frère Alara Madaï Ndingem
a été tué lors de ce massacre dans les circonstances suivantes. C'était en septembre 1984. Il y avait une cérémonie de ralliement des Kodo. Mon frère étant chef de ferme, le préfet l'avait convié à la cérémonie. Lors de la cérémonie, la force gouvernementale de l'époque a ouvert le feu sur eux. Mon grand frère n'était pas atteint, mais fuyant pour se réfugier dans son bureau, les militaires l'ont poursuivi et l'ont extrait de son bureau avant de le tuer. Ces exécutions sont également confirmées par les conclusions du rapport d'expertise anthropologique réalisé par les experts de l'EAAF commis par la Chambre d'instruction. Il ressort en effet du dit rapport que les travaux d'exhumation effectués sur le site de la ferme de Delhi ont permis de retrouver 21 corps, dont 9 dans une seule fosse commune. À l'exception de 3 corps dont le sexe n'a pu être déterminé avec précision, tous ont été identifiés comme étant de sexe masculin et âgés en moyenne de 30 à 50 ans. En outre, l'expertise médico-légale a permis de constater sur la plupart des ossements des traumatismes et des fractures dues à l'impact de projectiles d'armes à feu. L'analyse balistique a également permis d'identifier des cartouches et des projectiles comme éléments associés au squelette. Ces conclusions des experts sur l'âge et le sexe des victimes, ainsi que la présence des impacts de balles sur les corps, confirment la thèse de l'exécution des Kodo par les fentes servies par les témoins et les parties civiles. En conclusion, la Chambre estime, au regard de ce qui précède, qu'il existe des charges suffisantes laissant croire à la commission de plusieurs cas d'exécution sommaire constitutifs de crimes contre l'humanité au sens de l'article 6b du statut par les agents de la DDS, les membres des FAN et ceux de la garde présidentielle contre les populations civiles, notamment les populations du sud du Tchad. Par ailleurs, le fait que ces actes aient eu pour conséquence de semer la terreur chez la population est suffisamment révélateur de leur lien avec l'attaque dirigée contre celle-ci. Maître. Bien, nous allons observer une suspension de 15 minutes. Donc l'audience est suspendue pour 15 minutes.